Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis à Bangkok et on va parler d'un thème qui revient régulièrement. C'est pour des gens peut-être comme toi d'ailleurs, qui le rêvent un petit peu de partir sous les cocotiers et puis d'essayer de se construire, tu vois, un petit business qui leur permette de vivre sur place. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est souvent et très souvent une mauvaise idée, mal appliquée et puis qui conduit très souvent à l'échec ou à une grande désillusion. Alors la première des choses à comprendre, c'est que une entreprise, même un petit commerce, c'est une entreprise qui fonctionne sur un concept qui est toujours le même, c'est l'apport de la valeur. C'est qu'est-ce que tu apportes sur le marché, combien les gens sont prêts à le payer et pourquoi est-ce qu'ils viendraient te l'acheter à toi plutôt qu'à un autre. Donc rien que cette règle-là, tu vois, ça te permet de comprendre en fait que les gens qui ont tous voulu monter des salons de massage en Thaïlande ou des petits restaurants, c'est souvent voué à l'échec pour une raison qui est simple. C'est parce qu'il n'y a pas d'apport de valeur, c'est parce qu'il y a déjà des gens qui le font très bien et souvent au même prix, sinon moins cher, et que ça satisfait déjà pleinement les conditions de marché. Mais bref, j'y reviendrai un petit peu et je vais donner des exemples dans la suite. Ce qu'il faut comprendre également, malgré tout, c'est que tu n'es pas en France et que les cadres juridiques sont complètement différents. Ça veut dire que, par exemple, en Thaïlande, tu ne vas pas pouvoir être propriétaire à 100% d'un commerce. Tu vas être obligé d'être associé avec un local qui va être, lui, majoritaire. Dans le cas de la Thaïlande, par exemple, t'as souvent, c'est soit tu le fais avec quelqu'un que tu connais, donc un prête-nom qui va être soit un ami, soit quelqu'un qui est présenté par un avocat, ça coûte cher, ou alors tu vas le faire avec, par exemple, je sais pas, ta future ou une épouse, enfin une locale qui a un lien vraiment sentimental avec toi. Et ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que c'est toujours une mauvaise idée en soi de créer une boîte, enfin du moins de se servir du tremplin comme ça, parce que, enfin du tremplin de l'amour pour upgrader ça vers une notion qui est commerciale, parce que les relations humaines en Asie ne sont pas du tout gérées de la même manière qu'en Europe. Ça veut dire que en Europe, les gens ont tendance à rester mariés longtemps, même s'ils voudraient divorcer, ils ont la baraque, ils ont les trucs et plein de choses qui les freinent. En Asie, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de ruptures qui se passent très vite, d'une manière très abrupte, parce que les tailles ne sont pas du tout pareilles, parce qu'il y a des chocs culturels qui sont beaucoup plus importants, et les stats sont encore plus mauvaises qu'en Europe. Ça veut dire que si tu vois, tu avais peut-être un mariage sur deux qui finit, je crois que c'est ça, un mariage sur deux qui finit en divorce en Europe, en Thaïlande c'est la même chose, mais encore plus développé, mais surtout tu as tous les gens qui voudraient divorcer et qui ne le font pas en France, qui là en Thaïlande passent à l'action. Ça veut dire que c'est au moins 4/5 des relations avec des couples mixtes, dans des couples mixtes, sont voués à l'échec, se terminent toujours un peu de cette manière-là. Parce qu'encore une fois, il y a un aspect culturel qui est vraiment très différent et qu'on prend assez peu en considération. Donc c'est vraiment encore une fois une mauvaise idée de mélanger les deux, parce que ce qui se passe, c'est quand c'est ta femme qui a le business à son nom, et quand ça se termine, tu repars une main devant, une main derrière, et c'est comme ça souvent que ça arrive. C'est pas une volonté d'arnaquer au départ forcément des détails, il y a beaucoup de sincérité dans le truc, mais simplement les conditions de vie font que ça change énormément. Donc ça c'est pour la Thaïlande, mais pour le Cambodge par exemple c'est pas le cas. Tu peux être propriétaire effectivement majoritaire d'un business, donc c'est moins problématique. Mais malgré tout, c'est quand même un aspect juridique qui est très important à prendre en considération. Alors ensuite, tu as un point également qui intervient, c'est la rentabilité, ou du moins ce que tu peux espérer gagner. C'est-à-dire que si je vais te prendre deux exemples là concrets pour le coup. Si tu veux monter un petit commerce, tu vois, je sais pas, un bar, un restaurant par exemple, bon déjà je te dirais que c'est une mauvaise idée. Mais bref, admettons. Pour l'exemple, donc tu vas vouloir le monter à Kampot. À Kampot, au Cambodge, tu vas pouvoir le faire pour quelques centaines de dollars de budget. Les appartements ne coûtent pas cher. Mais le truc à comprendre derrière ça, c'est que c'est une petite ville composée à 99% de Khmers, et que ce n'est pas les Khmers qui vont venir dans un bar français, et que ce n'est pas eux qui vont venir manger français. Ça veut dire que très souvent, en fait, il y a une inadéquation entre ce que tu aimerais faire et le marché local. Donc ça veut dire que tu vas vivre, tu vois, il y a des touristes à Kampot, mais c'est pas non plus, c'est pas Bangkok, c'est pas la Thaïlande quoi derrière. Donc tu as un peu de tourisme, mais c'est très limité. Et puis les backpackers, c'est pas les mêmes clients non plus qu'à certains autres endroits. Les backpackers, c'est souvent des gens qui voyagent jeunes avec peu de budget. C'est souvent la plupart des gens qu'on retrouve quand même au Cambodge. Et eux, en fait, leur plus gros budget, ça reste la bière, et
et la bouffe, quoi. Mais derrière, tu vois, c'est pas eux qui vont prendre une chambre d'hôtel, par exemple, à 20 $ la nuit, parce que leur style de vie, c'est plutôt de prendre des dortoirs à 3 $. Donc, il faut connaître un peu le marché, il faut comprendre pourquoi, en fait, ce que tu peux gagner, c'est forcément très limité. Évidemment, si tu as 100 clients à disposition et tu te dis, bon, avec 100 expats, tu pourrais faire effectivement la jointure, sauf qu'il y a déjà des gens qui sont installés depuis plus longtemps que toi, qui ont déjà eu cette idée. Et puis souvent, en fait, s'il n'y a pas le commerce, tu vois, tu te dis, tiens, c'est marrant, il n'y a pas ce type de truc. C'est qu'il y a une raison aussi, c'est parce que c'est pas forcément quelque chose qui marche, ou qui marcherait sur place. C'est pas parce qu'il n'y en a pas au moment T qu'en fait, il n'y en a pas eu avant des gens qui sont plantés avant toi. Et souvent, en fait, voilà, les gens arrivent avec quelque chose qu'ils aimeraient faire, mais sauf que ce qu'on aimerait faire, c'est pas forcément ce que les gens veulent acheter. Et encore une fois, avoir raison contre le client, ça ne marche jamais. C'est le client qui a raison, c'est lui qui paye, c'est lui qui sort de l'argent, c'est lui qui va te rémunérer. On va prendre l'exemple extrêmement inverse. Du coup, c'est quelqu'un qui voudrait monter un resto à Bangkok. Alors Bangkok, évidemment, là, tu as beaucoup d'expats, tu as de l'argent, tu as des tailles qui sont éduquées, tu as des tailles qui ont beaucoup d'argent aussi. Sauf que là, pour le coup, on n'est plus dans les mêmes budgets. C'est-à-dire que si tu arrives, tu vas avoir des gens qui sont très bien installés ici. Qui ont mis de l'argent sur la table, parce que là déjà il va falloir que tu crées une structure juridique, il y a de la complication parce que voilà, tu as des quotas d'employés, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans toute cette mécanique là, mais disons que là, si tu arrives à Bangkok et que tu veux prendre un petit commerce, enfin tu ne vas pas pouvoir l'acheter déjà, tu vas être obligé de prendre un local. Le local, ça vaut cher ici aussi, c'est plusieurs milliers d'euros à Bangkok, et puis encore une fois, il y a une concurrence qui est féroce, donc ça veut dire qu'il faut arriver avec de l'argent, il faut être sûr de ton coût, et puis surtout, il faut voilà, avoir vraiment quelque chose à apporter de neuf, parce que ici, la concurrence n'est pas du tout la même, et il y a des gens qui sont extrêmement calés. Les tailles, sur certains aspects, effectivement, ils sont un peu en retard ou moins regardants sur certains détails comme on peut l'être, mais il y en a quand même qui ont monté des trucs qui sont vraiment sympas, qui sont bien designés, qui sont bien cuisinés sur les restaurants, qui sont bien présentés, où le service est excellent. Enfin voilà, il y a au-delà de la cuisine taille, ils ont de la cuisine fusion par exemple qui marche très bien. Enfin, je ne vais pas rentrer encore une fois dans toute cette dynamique-là, mais l'idée c'est vraiment que, encore une fois, là pour le coup, tu as un marché, mais tu as d'autres personnes qui s'y sont penchées. Et pour le coup, eh bien, c'est un truc sur lequel il faut réfléchir et il faut investir beaucoup d'argent. Alors évidemment, quand ça marche bien. Il y a des exemples. Il y a des gens, il y a Oscar par exemple qu'on retrouve à Bangkok, à Phnom Penh, qui ont des restaurants qui fonctionnent bien, qui sont un peu des endroits de sortie très conviviaux, qui sont mixtes effectivement, et ça marche bien, mais c'est un savoir-faire derrière. C'est vraiment, il y a des grosses équipes, il y a des gens qui ont dupliqué un concept qui marchait, qui l'ont réimporté au Cambodge. Ça a marché tout de suite, mais parce qu'ils avaient déjà cette vision un peu de ce qui marchait localement en Asie, et donc du coup il y a vraiment un apport de valeur. Encore une fois, on revient souvent à ça, c'est qu'est-ce que tu veux apporter au marché et qu'est-ce que le marché est prêt à acheter finalement. Tu vois, la pire des idées qu'on voit systématiquement chez les gens qui arrivent, c'est une caricature, mais c'est tellement vrai. C'est les gens qui tombent amoureux d'une taille et puis qui ont la bonne idée d'ouvrir un salon de massage ou un restaurant. Sauf que ça part peut-être d'un bon principe, ou d'un bon sentiment, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, et puis c'est pas parce que tu aimes bien cuisiner que tu vas être un bon cuisinier, ou surtout que tu vas être un bon gestionnaire. Donc c'est encore une fois une erreur à ne pas faire, quoi. Mais la vraie réalité du truc, c'est que je pense que pour beaucoup, en fait, tu n'as que deux extrêmes. C'est-à-dire, soit tu crées un petit business de subsistance, c'est-à-dire subsistance, ça veut dire quelques centaines de dollars par mois qui te permettent de payer un loyer, tu vois, de faire quasiment que ça, quoi. Tu vas survivre vraiment, tu vas habiter dans ton bar-restaurant, et ça on le voit effectivement au Cambodge. Tu as des gens qui arrivent à gagner peut-être 1000, 1500 $, mais pas plus, mais souvent moins d'ailleurs. Et eux, ils sont là depuis longtemps, ils connaissent le marché, ils connaissent les gens, donc ils ont déjà une clientèle. Et ça, c'est un business de subsistance. Et même, tu vois, même le faire aujourd'hui, c'est compliqué parce que, encore une fois, il n'y a pas suffisamment de clients pour ces types de choses. Donc ça veut dire que celui qui est arrivé il y a 5-10 ans en arrière avant toi, il va garder les clients, quoi. Et c'est normal. Et puis l'autre extrême, en fait, c'est les gens qui ont un véritable apport de valeur, des gens qui sont pros, qui avaient déjà, je sais pas, un commerce en France, mais encore une fois, il faut sortir un peu du concept de restaurant, de bar, parce que ça, il y en a plein, il y en a partout. Alors les Français sont réputés pour, c'est vrai, mais il y en a vraiment partout, on a beaucoup de Français. Alors, il n'y a pas que les Français, il y a les Belges, il y a les Suisses, il y a machin, donc
Vraiment, il faut apporter quelque chose. Bah, tu vois, par exemple, un exemple qui marche, et qui marche mieux, c'est pas de faire de la cuisine française, c'est de prendre le truc à retors. J'avais vu ça aux Philippines. Les gens, ils ont construit un restaurant suisse. C'est-à-dire, ils ont reproduit un chalet au plein aux Philippines et c'est plein tout le temps, mais parce qu'en en fait ils n'ont pas voulu faire ce que fait tout le monde, c'est-à-dire de proposer un truc pas cher, un truc qui était comme tout le monde, mais en même temps c'était déjà des restaurateurs hôteliers en Suisse et ils ont juste reproduit ce qu'ils savaient faire. Donc j'arrive vraiment sur ce point-là, c'est si tu es déjà un professionnel évidemment, tu arrives avec un concept qui est nouveau sur un marché où il y a déjà potentiellement une demande, mais c'est encore pas acquis, tu vois, parce que y a des choses qui s'adaptent quand même sur place, mais c'est un peu moins voué, je dirais, à une économie de subsistance. Mais encore une fois, il faut être vraiment pro dans ce qu'on fait. Et puis là, pour le coup, il faut être vraiment capable d'assumer les investissements. Donc je ne voulais pas te décourager avec cette vidéo, évidemment, mais c'est juste pour mettre un peu les pieds sur terre. C'est que il y a que deux extrêmes, quoi. Voilà. Après, la moyenne, en fait, survit. C'est à peu près ça l'idée, quoi. Mais si tu arrives dans un marché où il n'y a pas d'argent, tu auras beau être le meilleur du monde, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, quoi. Donc l'idée de vivre sous les cocotiers avec ce type de business, c'est une énorme contrainte parce qu'en plus, tu vas te mettre un boulet au pied qui est d'avoir une structure juridique, tu vas être toujours un peu, tu vois, d'être à la fois freiné et limité par ce que tu peux et ce que tu dois faire. J'ai eu un petit bar moi aussi en Thaïlande, et tu vois, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, je l'ai fait juste parce que j'avais envie d'avoir un endroit où je pouvais me poser pour travailler. Et donc je l'ai fait, j'ai déjà connu en fait ce type de choses. Mais moi j'en avais conscience au départ, c'est-à-dire que moi je voulais même pas en tirer d'argent. Moi mon seul objectif c'est que ça soit flat, c'est-à-dire que je ne perds pas d'argent. Et même ça c'était souvent pas facile à faire parce que quand tu vis sur des marchés où c'est touristique, tu as des hauts, des bas, et en plus c'était un moment où il y a eu des problèmes politiques importants, donc au fait où tout a un peu bougé très vite. Et donc voilà, même avec cet objectif-là, c'est pas facile forcément d'y arriver quand c'est pas ton métier originellement. Moi, c'était pas le mien et ça n'avait pas vocation à le devenir. Mais voilà, donc c'est vraiment encore une fois, à mon avis, toujours la plus mauvaise idée, sauf si tu es déjà un professionnel qui a vraiment tu vois, quelque chose qui marche déjà en France. C'est-à-dire si tu as un vrai savoir-faire que tu vas pouvoir apporter sur le marché, quelque chose que les gens n'ont pas encore découvert ou que tu fais peut-être mieux que les autres, mais qui doit avoir vraiment cette vision-là. Parce que sinon, en fait, tu vas marner pour quelques centaines de dollars et encore une fois, ton rêve va se transformer plutôt en cauchemar qu'autre chose parce que quand tu es toujours, je ne sais pas, à attendre les clients et qui, eux, ne viendront jamais, tu es forcément pendu et tu risques de mettre tu vois, tes économies, ton argent dans un truc qui va pas fonctionner. Donc pose-toi les bonnes questions avant, c'est est-ce que ça a vraiment le potentiel de fonctionner avant de vouloir t'engager dans un truc qui peut potentiellement te coûter de l'argent, mais l'argent c'est pas encore le plus grave, mais te coûter un peu ton expatriation, ta vie, un peu, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment repartis amers d'Asie, une main devant, une main derrière, c'est-à-dire sans dessous en poche, et puis ils avaient perdu quasiment les économies d'une vie, parce qu'ils ont fait toutes les erreurs que je viens d'énumérer, et puis dans l'ordre en plus, ça veut dire mauvaise fille, mauvais mariage, mauvais montage juridique, mauvaise idée, l'argent est parti en fumée, quoi. Donc c'est encore une fois, Internet est plein de ces histoires-là, mais il y a toujours, alors après, derrière la noirceur des tableaux, les trucs, on va gommer l'aspect humain, mais souvent les gens se mettent eux-mêmes dans la merde, il faut l'avouer, et souvent, en fait, tu vois, personne t'a mis un couteau sous la gorge pour acheter tel ou tel truc, les gens l'ont fait eux-mêmes, en pleine connaissance de cause au départ, après, voilà, ça se passe mal, mais il faut en être conscient. Et à mon avis, en fait, voilà, les commerces, c'est pas une bonne idée parce que tu seras soumis aux évolutions juridiques à l'avenir. C'est-à-dire qu'on est sur des pays en construction, enfin moins la Thaïlande que le Cambodge, mais le Cambodge, par exemple, il commence à instaurer des règles. C'est-à-dire que là, tu vois, les gens ils gueulent à Campote, par exemple, parce qu'on commence à leur demander de faire des déclarations. Et ça veut dire que bientôt il va y avoir des impôts. Enfin bon, il y en a déjà théoriquement, mais ils ne les payent pas les gens quasiment. Enfin, ils font des déclarations un peu semi-bidons et ils se la franchissent un peu. Donc tu vois que ça va évoluer, ça ne va pas évoluer dans un sens où ça va arranger le business ou du moins l'idée que les gens s'en font. Donc c'est encore une fois, à mon sens, pas une bonne idée. Pas une bonne idée et de toujours travailler voilà, sur Internet, c'est ce que j'ai appris moi. Alors c'est pas, voilà, tu peux te former, tu peux arriver si tu veux vivre sous les cocotiers, tu peux arriver à créer une petite activité sur le net beaucoup plus facilement et surtout qui sera transportable. C'est-à-dire le jour où tu en as marre du pays, si tu es avec ton commerce et que tu te dis, bon finalement au bout de 2 ans, j'en ai marre de ce truc-là et puis voilà, j'ai pas le choix, je vais essayer de le revendre. Les revendre, ça marche jamais non plus.
bah, tu vas être un peu bloqué, quoi. Alors que, tu vas travailler sur le net, avoir une petite activité sur Internet, certes, ça va te demander peut-être plus d'efforts pour te former, mais malgré tout, elle a l'avantage d'être totalement à la fois automatisable pour une grande partie, une fois que tu as un peu appris comment ça marche. Et puis surtout derrière, elle va te permettre d'être totalement transportable, c'est-à-dire avec un ordinateur, tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin d'employés, tu n'as pas besoin de structure juridique locale. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de monter une boîte au Cambodge pour travailler sur un de tes sites internet depuis le Cambodge. Et ça, c'est une solution qui est beaucoup plus viable à mon sens. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse parce qu'effectivement, c'est mon système, mais ceci dit, je ne suis pas le seul loin de là à fonctionner comme ça. Et c'est vrai que c'est encore une fois, à mon avis, celui qui est le plus sécuritaire. Tu peux rester dans un pays parce que tu aimes le pays. Après, le business, bah, il faut être capable de le mettre ailleurs, l'argent ailleurs, et d'éviter de tout mettre à un seul endroit et surtout tous ces œufs dans le même panier. Donc c'est un peu voilà, des principes un peu de grand-mère que je t'ai évoqués là, mais malgré tout, il y a tellement de gens qui passent à côté. Enfin bref, j'espère que je t'ai pas totalement découragé et je te dis à bientôt dans une prochaine chaîne. Ciao.